Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition que l'on entame avec les titres. Décès du prisonnier palestinien Nassar Abou Hamid, victime de négligence médicale, un crime de plus commis par le camp sioniste qui l'avait auparavant torturé dans l'une de ses geôles. Signature d'un protocole d'entente entre le groupe algérien Sonatrach et l'allemand VNG. Objectif, l'examen des opportunités de coopération pour la réalisation de projets dans le domaine de l'hydrogène et de l'ammoniac vert dans le but de les exporter vers l'Allemagne. La participation législative tunisienne revue légèrement à la hausse. Elle passe ainsi de 8,8% à 11,22%. Le président Kais Saïed affirme que le taux de participation ne se mesure pas au premier tour, mais aux deux tours. La Jordanie accueille une réunion rassemblant la France et les principaux acteurs du Moyen-Orient, dont l'Iran et l'Arabie saoudite, pour tenter de désamorcer par le dialogue les crises qui s'aggravent dans la région. Et un nouveau nom s'ajoute à la longue liste des martyrs palestiniens atrocement tués par l'entité sioniste. Ce matin, à l'aube, le prisonnier palestinien Nassar Abou Hamid, 50 ans, est décédé alors qu'il était hospitalisé depuis hier. Nassar Abou Hamid a été victime de négligence médicale, une négligence délibérée, un crime de plus commis par le camp sioniste qui l'avait auparavant torturé dans l'une de ses geôles. Les détails, Naïla Hamouda. Comme si les tortures atroces des prisonniers palestiniens de la part des forces sionistes ne suffisaient pas. Des milliers d'entre eux sont incarcérés dans des conditions inhumaines, maltraités. Ils ne reçoivent pas les soins médicaux nécessaires et sont laissés pour compte. C'est le cas de Nassar Abou Hamid, du comte d'Al-Ammari, mort à l'aube à l'hôpital Assaf Harouf en raison d'une politique de négligence médicale délibérée. Autrement dit, un meurtre prémédité. Dans un communiqué de presse, le Centre palestinien d'études sur les prisonniers a déclaré que l'occupation a négligé le traitement du prisonnier Abou Hamid pendant des années, ce qui a entraîné une très grave détérioration de sa santé et la propagation d'un cancer, et que l'entité sioniste a tergiversé pour lui prodiguer un vrai traitement. Et malgré l'existence d'un rapport médical recommandant sa libération pour ces derniers jours, le martyr Abou Hamid n'a pas été relâché. Le centre palestinien a ajouté qu'il tient l'occupant sioniste pour responsable. Connu pour sa lutte farouche contre l'occupant sioniste, Nassar Abou Hamid a été arrêté à plusieurs reprises, dont la première avant le soulèvement de 1987 et la dernière qui remonte à 2002, condamné à cette reprise à la réclusion à perpétuité. Le directeur du centre Riyad Al-Ashqar a appelé à la fin du silence international, dont le peuple palestinien paie le prix de sa vie dans les geôles sionistes. Le nombre de personnes tuées dans les prisons sionistes est passé à 233 martyrs depuis 1967. 74 ont trouvé la mort en raison d'un meurtre lent. Leurs seuls auteurs, ceux qui ont bafoué le serment d'Hippocrate. Et la Palestine pleure donc une fois de plus l'un de ses enfants. Le président Mahmoud Abbas a justement présenté ses condoléances à la famille du défunt. Il tient l'occupation sioniste pour responsable de ce crime et dénonce la négligence médicale de l'administration pénitentiaire. Retour en Algérie pour parler énergie. Le groupe Sonatrach et la société gazière allemande VNG ont signé ce mardi un protocole d'entente ayant pour objectif l'examen des opportunités de coopération pour la réalisation de projets dans le domaine de l'hydrogène et de l'ammoniac vert dans le but de les exporter vers l'Allemagne. Il s'agira dans un premier temps de réaliser des études de faisabilité, explique le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab. L'Algérie a la compétence et elle produit de l'hydrogène gris à travers tous les processing et les process qui existent au niveau de Sonatrach. Maintenant, on va passer à la production de l'hydrogène vert avec nos partenaires allemands que je salue et je remercie cette collaboration gagnant-gagnant entre nous et les Allemands.
nous sommes arrivés à monter un projet. Ce projet est très important pour le transfert technologique et pour la formation de nos opérateurs. Maintenant, quand est-ce qu'on sera prêt? On s'est fixé un délai jusqu'à 2030 pour avoir toute la technologie, toute la maîtrise technologique et coût sur cette énergie et de passer à une étape d'exportation de l'hydrogène. Ce qui est important pour nous, c'est un travail vraiment en commun. On veut créer les chaînes de valeur vertes du futur, mais des chaînes de valeur communes, où on aura une valeur ajoutée en Allemagne, mais aussi en Algérie, dans d'autres pays de l'Afrique. Pour nous, c'est très important. C'est pas un partenariat où il y en a un qui est plus important que l'autre, c'est un partenariat à égalité et de faire un vrai travail aussi de formation ensemble. Nous avons les outils pour ça et nous serons heureux de les pouvoir déployer ensemble. À noter également que l'Algérie dispose d'une capacité de production d'électricité de plus de 25 000 MW, ce qui lui permet de mettre en place une capacité journalière de 10 000 sur le marché régional à l'export. Nous allons construire des centrales de grande capacité, de 100 à 300 MW dans tout le territoire national. Et nous sommes en train de préparer une étude pour aller vers la rive nord par des câbles sous-marins qui vont transporter des quantités importantes d'électricité. L'Algérie a toutes les capacités d'être un facteur, un élément, un facteur majeur dans le développement des énergies renouvelables, des énergies nouvelles dans le monde. Et nous avons cette chance d'avoir un immense pays, beaucoup d'espace, beaucoup de possibilités de production et beaucoup de possibilités de transport. Vers le nord et vers le sud, nous ambitionnons à aussi ouvrir un projet. Nous sommes en train de l'examiner en courant continu vers l'Afrique pour transporter des quantités énormes à partir de nos centrales au sud vers l'Afrique et vers le Sahel. C'est un projet que le président de la République nous a demandé fortement de l'étudier, de l'examiner et de l'inscrire dans cette période. Et nous sommes en train d'y travailler. L'Algérie, c'est un pôle de production d'énergie, bouquet diversifié. Et nous avons la compétence et la capacité de le faire. Je vous le disais en titre, en Tunisie, la participation législative revue légèrement à la hausse par l'instance indépendante pour les élections. Elle passe ainsi de 8,8% à 11,22%, faisant passer le nombre de votants de 803 000 à plus d'1,023 million électeurs. Selon les résultats définitifs, seuls 21 candidats ont d'ores et déjà été élus députés du Parlement dès le premier tour. L'instance supérieure indépendante pour les élections a enregistré après le dépouillement de tous les votes 1 025 418 votants sur l'ensemble des bureaux de vote. Pour un taux de participation de 11,22%. Justement, le président Kais Saïed est revenu sur ce taux de participation à l'élection donc de l'Assemblée des représentants du peuple. Dans ce sens, il a abordé un nombre de réactions de certaines parties qui se sont permis de commenter le taux de participation pour mettre en doute la représentativité du prochain Parlement. Le président tunisien a soutenu que le taux de participation ne se mesure pas au premier tour, mais aux 2 tours qui suivent. Le scandale de corruption qui frappe le Parlement européen fait trembler le Maroc. De nouveaux noms figurent sur la liste des eurodéputés corrompus par le Marzen en contrepartie de services rendus. Une liste qui ne cesse de s'allonger. Naliman Zekar.
L'affaire de corruption qui entache le Parlement européen n'en finit pas. La liste des eurodéputés accusés d'avoir été corrompus par le Maroc ne fait que s'allonger de jour en jour. Au moment où l'enquête déclenchée par le parquet fédéral belge suit toujours son cours, un ancien député et ex-maire d'Elem en France, Gilles Pargneaux, vient d'être enfoncé par son ex-collègue portugaise au Parlement européen, Ana Gomes, qui le taxe de lobbyiste effronté du Maroc. Il y a clairement un lobby pro-Maroc ici au Parlement européen, que je voyais et disais publiquement en 2018. Seuls les aveugles politiques ne le remarqueraient pas. Cité dans un premier temps par les enquêtes menées par une chaîne d'information française et le Journal du Dimanche, l'ex-eurodéputé français qui était durant ses 2 mandats entre 2009 et 2019 à la tête du groupe d'amitié Union européenne-Maroc recevait durant ses visites régulières au Merzenne des cadeaux postés également sur son compte Facebook. À noter que la réception de cadeaux est une pratique encadrée au sein du Parlement européen, selon un code de conduite adopté en 2011 interdisant aux eurodéputés d'accepter de la part des lobbies des cadeaux matériels ou immatériels d'une valeur supérieure à 150 €. L'ancien député français est connu de tous d'être entièrement engagé en faveur des thèses marocaines. Sahara occidental, Maroc, Union européenne, Union africaine, droits de l'homme, détenu sahraoui de Gdeymizik, Gilles Pargneaux n'hésitait pas à mouiller la chemise pour défendre Rabat. Après avoir quitté le Parlement en 2019, l'ancien socialiste a même fondé une ONG avec l'aide du Merzenne après avoir reçu les insignes de commandeur du Wissem. Si cette structure dit avoir pour vocation de renforcer et promouvoir un espace Europe-Méditerranée-Afrique cohérent, des accusations sont portées contre elle sur sa véritable fonction. Zoom à présent sur la conférence de Bagdad 2. Elle se tient cette année sur les rives de la mer Morte en Jordanie, en présence des pays de la région, à l'instar du Qatar, de l'Arabie Saoudite ou encore de l'Iran, mais de la France également, seul acteur occidental présent pour cet événement qui a pour objectif affiché de chercher les modalités de stabilisation en Irak et au Moyen-Orient. Sofiane Baroudi. La conférence de Bagdad 2 se déroule sur les rives de la mer Morte en Jordanie, avec pour objectif le renforcement des bases de la coopération et l'approfondissement du partenariat dans la région moyen-orientale. La présence des poids lourds de la région représentés par la Turquie, l'Iran, l'Arabie Saoudite ou encore l'Égypte est un indice fort révélant l'importance de l'événement et la centralité de la région pour la stabilité internationale. Pour rappel, la première conférence a eu lieu en août dernier à Bagdad, à l'initiative de l'ancien chef du gouvernement irakien et du président français, seul représentant d'un État occidental présent pour l'occasion. Les résultats de cette dernière conférence étaient mitigés, en raison de plusieurs facteurs, dont l'instabilité chronique que traverse la région. Emmanuel Macron a d'ailleurs affirmé l'engagement de son pays dans la voie de la stabilisation et de la sécurisation de l'Irak, dans le respect de sa souveraineté nationale. À ce propos, l'Irak a traversé une séquence marquée par une crise politique profonde qui a duré plus d'1 an. Le chef du gouvernement irakien actuel, Shia Soudani, a exprimé que la volonté de son gouvernement via cette conférence était l'optimisation de la lutte contre la corruption, érigée en priorité. Il a également argué que son pays était ouvert à la construction de partenariats bâtis sur le principe des intérêts partagés. D'autres pays de la région souffrent de crises multidimensionnelles, à l'instar de la Syrie, du Liban, de l'Iran ou encore du pays hôte de la conférence. Cette dernière devra dégager des pistes pour la résolution des problématiques liées à des thématiques névralgiques, comme la lutte contre le terrorisme, la sécurité alimentaire, la transition écologique ou encore la coopération énergétique. En marge de la session, plusieurs dossiers d'importance devront être discutés, à l'exemple de l'accord sur le nucléaire iranien, dont se siège la présence de Joseph Borrell, coordinateur des pourparlers sur le nucléaire iranien, constitue un signal positif dans la perspective de l'approfondissement des discussions. Alors que le processus de Vienne semble battre de l'aile, le chef de la diplomatie iranienne a exprimé pour sa part que la conférence de Bagdad 2 pourrait être l'occasion pour aller de l'avant en vue de la finalisation des négociations d'un accord sur le nucléaire. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, un point météo. Quant à moi, je vous retrouve demain à 18h et à 19h. Très bonne soirée.